En Occident, j'ai fait passer ma vie en Occident, j'ai écrit des livres qui sont sur les fondements de la tradition musulmane, sur le plan du droit, et le fiqh, usul al-fiqh, et puis la dimension de la sira et les sciences islamiques, ça c'est des livres. Et puis il y a des livres qui sont sur les sociétés majoritairement musulmanes, comme le dernier, puis il y a toute une série de livres qui sont sur l'Occident et l'expérience occidentale. Et je dis, contrairement à ce que disent tous ceux qui ont une pensée de la laïcité qui est aussi intégriste que ceux qui le rejettent sur le plan de la religion. Vous avez des laïcs qui sont intégristes, ils ont transformé la laïcité en une nouvelle religion d'État, où il y a des absolus qu'on ne touche pas. Ça existe, ça. Mais oui, mademoiselle. Mais même... D'accord. Excusez-moi de mon ignorance. En l'occurrence, il y a ceux qui transforment la laïcité en une idéologie qui est proche de la religion, et puis il y a on avait hier Jean Bobéro qui dispute avec eux en France, et puis à ceux-ci, il y a cette idée que dès que l'on fait référence à une source qui serait propre à la religion chrétienne, juive ou musulmane ou bouddhiste, eh bien, on ne se rencontre pas. Or, si vous comprenez l'essence même de ce que c'est que la charia en islam, qu'est-ce qu'elle vous dit du point de vue de la loi? Elle vous dit qu'un homme, riche ou pauvre, noir ou blanc, doit être traité égalitairement par rapport à la loi. Alors quand je suis en Grande-Bretagne, quand je suis en Suisse ou en France, et que dans la loi de ce pays-là, on me traite égalitairement, théoriquement, comme tous les autres citoyens, eh bien ce que je dis, c'est que ceci, c'est ma charia. Je ne l'oppose pas, je dis c'est ma charia. Le traitement égalitaire des hommes et des femmes devant la loi, c'est ma charia. Alors vous voyez bien que le concept de charia ne m'exclut pas, mais il me fait rencontrer des horizons universels différents. Si déjà vous aviez pris ça comme exemple, et non pas ce que vous pensez que je pense par la pensée d'autrui, eh bien nous aurions pu aller plus loin dans la discussion. Le chapitre pour moi est clos, et ce n'était pas vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler, c'est un tout petit peu la substance de ce dernier ouvrage, et puis de mettre en évidence, pour le temps qui m'est imparti, un certain nombre de réflexions que j'aimerais partager avec vous. Dans le but, non pas simplement de traduire une pensée, mais de soulever un certain nombre de questions, et que ces questions soient également des responsabilisations spécifiques. Au bout du compte, la responsabilisation de chaque citoyenne et de chaque citoyen ici en Tunisie, dans la collaboration que nous pouvons avoir au-delà des deux rives de la Méditerranée. Première des choses, c'est que quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet, je me suis arrêté à la terminologie. Et c'est vrai que très très tôt, il y a deux termes que j'ai toujours refusés. Parce qu'à l'heure où je vous parle encore, les choses ne sont pas achevées, et que je ne parle pas, je n'ai jamais parlé pour tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, je n'ai pas parlé de révolution. J'ai parlé de soulèvement et de révolution à achever encore, parce qu'il ne suffit pas de faire tomber la tête d'un régime pour transformer le régime d'une société. Et que certains encore, le pays le plus avancé, c'est pour ça que je vous dis que vous avez une responsabilité historique, le pays le plus avancé sur l'expérience historique courte aujourd'hui dans l'évolution et la stabilisation, c'est la Tunisie, à l'exception de tous les autres. Et je disais même qu'il se pourrait qu'à terme on se rende compte que la Tunisie puisse être l'arbre du succès qui cache la forêt de tous les échecs d'autres. Si vous observez aujourd'hui l'Égypte, nous sommes loin d'une révolution. Et vous savez, on peut être dans une révolution qui est inachevée ou une révolution qui a échoué. À l'heure où je vous parle, l'armée tient les rênes du pouvoir. Le Yémen, nous n'avons pas encore réussi la passation. La Syrie, et nous avons une pensée partagée et humaine et fraternelle pour les femmes, les hommes et les enfants qui sont tués dans ce pays tous les jours, avec lesquels il faut, si on ne peut pas l'être par la parole dans la justice, au moins l'être par le cœur dans le respect de la dignité des citoyens de ce pays. Eh bien, la Syrie, le Yémen, la Libye, nous sommes à deux doigts d'une guerre civile, puisque vous savez que des milices
refuse de rendre les armes et que derrière tout ceci, on a une mainmise sur tout l'appareil économique du pays. Donc nous ne sommes pas du tout, dites-moi, un pays où on a l'impression d'avoir véritablement passé de l'autre côté du processus. La Tunisie, même vous, à l'intérieur, ce que j'ai rencontré depuis que je suis venu, c'est des espérances, des optimismes et beaucoup de doutes. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui va se passer? L'émergence de certains courants, des littéralistes, des salafis qui sont présents, des silences, de la violence, des situations où on a l'impression que ça ne va pas assez vite, où on manifeste parce qu'on aimerait que les choses changent et que l'on sait qu'il faudra du temps, mais en même temps, il ne faut pas confondre le quoi qu'il faille du temps avec le fait qu'on ne fasse rien pour changer les choses. Donc on est dans une situation où les gens se posent beaucoup de questions sur l'évolution de la situation. Vous, au premier chef. Et donc ici, ce qui me paraît déterminant, c'est qu'il faut faire attention aux mots. Donc je n'utilise pas si facilement le mot de révolution. L'autre mot que je n'utilise pas, c'est le mot de printemps. Parce que le printemps, ça a un sens. Le printemps arabe. Et c'était cette idée qui est vraie en termes de peuple. Le mouvement tunisien a donné beaucoup de courage au peuple égyptien, au peuple yéménite. Les Yéménites n'auraient pas eu ce courage de dire « si vous venez avec les armes, nous descendrons sans les armes dans la rue » s'il n'y avait pas eu le précédent tunisien. C'est vrai ça. Et ça, il faut saluer ce dont vous avez eu le courage et qui a ouvert. Donc il y a eu un vrai mouvement populaire qui a été déterminé par votre courage ici en Tunisie. Cela étant, quand on fait un pas en arrière, reconnaître qu'un mouvement a fait émerger d'autres mouvements ne permet pas simplement de dire « Ah ben il y a eu l'effet domino, puis c'est un printemps arabe ». Aujourd'hui, je fais un pas en arrière, et ce qu'on nous a présenté comme un effet domino, je le conçois beaucoup plus comme un jeu d'échecs. Qu'il faut regarder pays par pays, savoir pourquoi dans certains pays on a poussé, pourquoi dans certains pays on retient, pourquoi on a aidé les Égyptiens de cette façon-là, pourquoi il n'y a pas eu d'aide aux Syriens pendant longtemps, pourquoi on est intervenu en Libye. Après, les choses deviennent complexes. Et on finit par éviter d'être bêtement optimiste pour être prudemment raisonnable. Et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de véritablement essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'essayais de faire dans le livre, en commençant par la discussion sur la terminologie, c'était le premier chapitre, la première partie. La deuxième partie, c'était plutôt de poser les termes du débat, ce que l'on sait aujourd'hui en termes factuels, et puis ensuite essayer de déterminer quels sont les défis contemporains et puis les quelques propositions qu'on peut faire pour aller de l'avant. Voilà les 4 parties du livre. Donc, ce qu'on n'a pas compris chez certains de mes lecteurs et de mes interlocuteurs, et en l'occurrence parce que certaines vidéos ont été écourtées, traduites en arabe et puis enlevées de leur substance dans la deuxième partie, c'est que les questions, les faits que j'ai apportés, et qui sont des faits qui sont avérés, et les questions que je posais ont donné l'impression à certains que je ne reconnaissais pas la force populaire et que j'émettais des doutes quant au fait que les Tunisiens s'étaient libérés par eux-mêmes. Ce que je n'ai jamais fait. Le courage du peuple tunisien, le courage du peuple égyptien, le courage à l'heure actuelle du peuple syrien, comme ce fut le cas également au Yémen, comme ce fut le cas et c'est encore le cas au Bahreïn, tout ceci, pour moi, ce sont des choses qui sont indiscutables. La reconnaissance de ce courage des peuples. Maintenant, la reconnaissance du courage des peuples s'accompagne d'une véritable lecture des faits. Or, les lectures des faits, elles sont tenaces. On s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes dans une tentative de transformation des régimes qui n'est pas forcément simplement voulue à Tunis, qui n'est pas simplement voulue au Caire, c'est-à-dire que votre souhait de voir tomber les dictatures n'est pas simplement voulu par vous. Il y a une véritable volonté au niveau international de voir bouger le monde arabe, mais pas forcément pour les mêmes raisons que vous. Pas pour plus de démocratie, pas pour plus de liberté, pas pour plus de dignité, pour un autre type de contrôle économique et stratégique. Et donc de ce point de vue-là, il faut être lucide,
il faut se dire, nous voulons la liberté, et c'est la lucidité que nous aurons sur les enjeux qui nous permettront d'aller vers plus de liberté. Mais de penser qu'il suffit de faire tomber Ben Ali, de se faire applaudir à Paris, saluer à Washington, et de penser que Washington et Paris, qui ont soutenu pendant 30 ans les dictateurs, maintenant vont soutenir votre démocratie, c'est dangereux d'être aussi naïf. C'est dangereux de penser que c'est ce qu'ils veulent. Votre démocratie n'est intéressante que si elle a un intérêt économique effectif. Donc il faut, de ce point de vue-là, c'est ce que je mets en évidence, avoir une lucidité politique, une lucidité économique, et arrêter de penser qu'à Washington, à Paris, ou à Pékin, ou à Moscou, on ne pense qu'uniquement qu'en termes politiques. Entre les dictateurs, on se moque de la démocratie si la dictature rapporte. On se moque même de l'islamisme si l'islamisme rapporte. Et le meilleur exemple, c'est que vous avez à la tête de Pétromonarchie des gens qui vous disent « il n'y a pas de démocratie en islam ». Et ça fait des années qu'ils sont soutenus. Et donc cet islamisme-là, parce que c'est de l'islamisme politique, quelqu'un qui vous dit « il n'y a pas d'élection en islam » et qu'on est ici élu par personne, si ce n'est par le fait d'être de la famille royale jusqu'à notre mort, et après notre mort ce sont nos enfants, eh bien ces régimes-là ne se voient absolument pas critiqués, ils se voient même protégés. Il faut quand même savoir que quand a commencé le soulèvement populaire au Bahreïn, l'Arabie saoudite, puis le Qatar, puis derrière eux, les États-Unis ont étouffé. Et le soulèvement et la mort des... Donc il faut... Après on prend pas en arrière et puis on arrête de dire... Un propos de lucidité n'est pas un propos qui enlève l'énergie populaire, mais qui réveille la conscience avec l'énergie. Il faut de l'énergie, mais il faut un peu de conscience politique. Et donc, ce que je mets en évidence dans la première partie, ce sont des faits très troublants. C'est qu'en fait, on ne peut pas diriger l'énergie d'un peuple, mais on peut donner les moyens à certains d'éveiller cette énergie. Et là, les formations qui ont été données, aujourd'hui, on a les noms de 22 cyberdissidents tunisiens qui ont été formés. On a les noms de 88 cyberdissidents égyptiens qui ont été formés. Qu'à partir de 2003 aux États-Unis, on parle de transformation de régime au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. On en parle depuis 2003. Qu'on parle effectivement du fait qu'il va falloir composer avec les dissidents. Qu'en l'occurrence, très très étonnamment, 2010, 22, 23 et 24 septembre, est organisé à Budapest, financé par Google, avec le soutien d'institutions comme le Freedom House et d'autres institutions américaines, une grande réunion du network de tous les cyberdissidents du Moyen-Orient. Nous sommes avant. En 2008, l'ambassadeur, qui est une femme des États-Unis en Égypte, annonce qu'avant septembre 2011, il y a des mouvements de jeunes qui veulent renverser le régime. Tout ça, ce sont des faits. Et en l'occurrence, ce que je dis, c'est qu'il faut connaître ces faits, non pas pour dire que les États-Unis contrôlent tout, parce qu'ils peuvent initier un mouvement, mais c'est là où l'énergie populaire doit se libérer en connaissant cela, en connaissant que certains veulent diriger les soulèvements populaires vers quelque chose de particulier. Et comment se fait-il que les États-Unis, ou la France, ou d'autres pays européens, qui étaient les alliés directs des dictateurs, veulent maintenant changer? Ça n'est pas simplement des considérations politiques. Vous avez de nouveaux acteurs dans la région. La Chine a multiplié par 7 en l'espace de 8 ans son impact économique et sa relation économique avec le Moyen-Orient. Vous avez de nouvelles données et aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec la présence chinoise, la présence indienne, la présence de la nouvelle Russie aujourd'hui, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, sans comprendre qu'il y a des enjeux qui dépassent simplement on soutient une dictature et ça nous suffit. Il faut voir le temps long. On savait le régime de Ben Ali, par lui-même malade et à l'intérieur extrêmement corrompu. On savait que Moubarak et son fils, vous savez, son fils qui détenait 60% des grandes entreprises égyptiennes, qui était un mafieux, eh bien, il commençait à se diriger vers la Chine. Eh bien, ceci, il faut l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre donnée. C'est qu'au Moyen-Orient, il y a un enjeu dont on ne parle pas beaucoup, mais il faut comprendre une chose. C'est que, en même temps qu'il faut regarder les données politiques, il faut regarder les données économiques et les données géostratégiques. La présence chinoise, russe,
dans la région, avec l'Inde, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud. Écoutez bien, tous les pays que j'ai cités, tous sans exception, n'ont pas du tout la même position stratégique dans le conflit israélo-palestinien. Ils ne l'ont pas. Ils ne sont absolument pas unilatéralement pour Israël. En 2005, le gouvernement chinois reçoit un élu du Hamas à Pékin, et quand il est critiqué par les Américains, il leur dit « c'est un élu du peuple ». Donc on reconnaît cette élection. Ils veulent dire par là, nous ne sommes pas sous la même autorité du lobby sioniste que vous avez. Et c'est la même chose pour, vous vous souvenez de Mandela, qui est maintenant devenu une figure mondiale. Mandela a dit, si n'importe quel élu du Hamas veut me voir, au moment où ils étaient dans l'opposition, au moment où ils se présentaient en minorité, il disait, et lui était le président, je le recevrai, car ils sont légitimes à discuter avec moi. L'Afrique du Sud, la Turquie, le Brésil, non pas, c'est plus du tout la même chose. On est dans un déplacement vers l'est de la réalité stratégique au Moyen-Orient. Si vous ne comprenez pas ça, et que vous pensez que c'est venu comme ça, des peuples comme ça, d'un coup comme ça, et puis tout le monde aime la démocratie tout à coup, eh bien vous êtes dangereux. Vous êtes des Tunisiens dangereux. Parce que vous ne comprenez pas la difficulté de ces enjeux-là. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que vous gardiez la même énergie, la même espérance avec la lucidité de ces enjeux-là. De se rendre compte qu'il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui et qu'il va falloir en tenir compte. Et c'est votre responsabilité de ce point de vue-là qui est première. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en évidence, les connus et les inconnus, sans diminuer la force des peuples. En reconnaissant une chose, par exemple, le fait que tout n'est pas sous contrôle, on l'a aujourd'hui, souvenez-vous, quand le peuple syrien commence à descendre dans la rue, personne ne pense à ce moment-là à faire tomber Bachar el-Assad. Le président syrien, le président américain, comme le président français, qu'est-ce qu'il demande? Une réforme de l'intérieur. C'est après qu'ils ont changé et qu'ils ont été chercher, voir dans l'opposition avec qui ils pouvaient négocier. Ils ont changé de stratégie après 8 mois. Et maintenant, étonnamment, ils sont pour une intervention armée. Maintenant, parce que maintenant, ils ont assuré les arrières de l'opposition. Maintenant, ils peuvent, mais au début, c'est pas ce qu'ils voulaient. Et une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que quand le gouvernement de Moubarak arrête tout sur Google et arrête toutes les connexions Internet, qui donne aux dissidents égyptiens une connexion satellitaire? Google. Dont René, pas celui qui est venu ici, l'autre qui était le directeur de Google au Moyen-Orient, était impliqué dans le soulèvement égyptien. Ils ont reçu les codes satellitaires pour éviter. On a un cyberdissident syrien qui dit « Pourquoi quand nous on a demandé les codes, vous ne nous les avez pas donnés? Pourquoi Google a donné aux Égyptiens et n'a pas donné aux Syriens au départ ?» Par hasard, ce Google qui organisait la rencontre des cyberdissidents à Budapest quelques mois auparavant. Ça vous fait quand même dire, mais attendez, les grandes entreprises qui aujourd'hui reprochent au gouvernement leur soutien aux dictatures parce que les marchés arabes ne sont pas aujourd'hui suffisamment ouverts au nouveau capitalisme qui a besoin de marché. Le monde arabe, c'est 450 millions de potentialités aujourd'hui sur le plan économique. C'est ça aussi dont il faut se rendre compte. Donc, moi, ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est qu'on ait cette vision-là un tout petit peu plus complexe et que l'on comprenne une chose, c'est le deuxième point, que du point de vue de ces révolutions, qui ne sont pas des révolutions, donc de ces soulèvements, eh bien, on avait un formidable leadership contre. On savait ce qu'on ne voulait pas. Ben Ali, son régime, et ça a été d'ailleurs très très ciblé. On sait que les cyberdissidents qui sont formés sont tout à fait formés à la conscience des slogans. Vous savez, la main fermée, ne pas attaquer l'Occident, attaquer que le régime, la mobilité, tout ça, ce sont des théories qui sont écrites. Je les cite dans le livre, je mets en évidence d'où ça vient. C'est une méthode. Une méthode. On ne critique pas Paris, on ne critique pas Washington, on ne critique que le régime, que lui et son régime. On n'a que des messages positifs au-delà des appartenances idéologiques. Ce qui fait dire qu'au départ, effectivement, dans le soulèvement, on n'a pas vraiment de leadership idéologique. C'est ni complètement des laïcs, c'est pas des islamistes. C'est pas eux qui étaient les leaders du mouvement au départ. Les leaders du mouvement au départ, c'est la conscience populaire contre le régime.
Et c'est ça qui a été la force du mouvement et en même temps sa faiblesse. C'est-à-dire, à un moment donné, on sait contre quoi on est, mais pourquoi? Que veut-on exactement? Était la vraie question. C'est la question à laquelle vous avez maintenant à répondre. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui, au-delà du processus de soulèvement? Et ça, c'est une question qui, ensuite, se sont greffées les appartenances idéologiques, l'apparition des mouvements islamistes comme potentialité d'alternatives politiques, et ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qu'on voit aujourd'hui en Égypte, par exemple, mais surtout ici dans votre pays. Donc, cette différence entre les deux, entre ce moment d'avant les soulèvements et les élections et après les élections et aujourd'hui le choix, on est aujourd'hui dans cette tension. Il est facile de mobiliser contre, beaucoup plus difficile de construire pour un vrai projet. Et ça, aujourd'hui, on est en face de cette tension. Le troisième point, il est celui dont on a parlé hier et qui est un des vrais défis. Ce vrai défi, il est celui dont aujourd'hui on fait le compte. En Tunisie, comme en Égypte, contrairement à ce qui avait été dit par un certain nombre de sociologues, par un certain nombre d'acteurs, ils nous disaient « l'islam politique est mort ». L'islam politique a disparu. Souvenez-vous, au début des années 90, Olivier Roy, suivi par Gilles Kepel, un certain nombre de sociologues, disaient « c'est terminé ». Vous en aviez d'autres qui disaient « non, 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 non ». Derrière la dictature se cachent encore des forces de l'islam politique. Et l'islam politique, aujourd'hui, est réapparu dans ces deux pays. Il réapparaît aujourd'hui en Syrie, il réapparaît en Libye, il réapparaît au Yémen, derrière la dictature. Et on s'aperçoit une chose qui est vraie d'un point de vue populaire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui nier que ces mouvements-là ont une crédibilité et une légitimité historique dans le fait qu'ils ont été torturés et ils ont été mis à mal par les dictatures. Donc, raison pour laquelle le peuple tunisien, à un moment donné, les voit réapparaître et leur donne le crédit de l'opposition. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut retenir, ça existe. N'importe quel démocrate en Tunisie, vous pouvez ne pas être d'accord avec le mouvement islamiste, mais vous ne pouvez pas nier qu'il a une légitimité dans l'histoire récente de la Tunisie. Vous ne pouvez pas. N'importe quelle personne qui le nie est une personne qui contrevient au principe premier de ce qu'est la démocratie, reconnaître les forces qui constituent la pensée politique d'un pays. C'est le départ de l'attitude. Après, encore une fois, reconnaître ce principe-là ne veut pas être d'accord avec la pensée de celui qu'on va pouvoir combattre politiquement. Et de la même façon, on ne peut pas nier que dans la tradition récente, en Égypte, comme en Tunisie, comme en Libye, comme dans tous les pays arabes, vous avez un mouvement qui s'est présenté comme laïque, comme sécularisé, voire parfois comme athée ou comme communiste, qui était contre le régime de la même façon et qui a payé le prix aussi de la torture. Et qu'on doit reconnaître cette légitimité-là. Il y a eu dans les deux camps, souvent dans les camps par définition idéologique, souvent dans le camp laïque, on a eu des gens qui parfois ont soutenu le dictateur. Il y a même des gens qui sont restés silencieux par rapport à la torture et par rapport à la discrimination. Parce qu'à un moment donné, on était tous sous la dictature. Mais le fait est qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas reconnaître la légitimité de ceux qui, après la chute du régime, apparaît comme le plus grand défi. Ce que je vous disais, c'est la polarisation. Et la polarisation, c'est ce qu'on... Souvent on disait « Ah mais ça c'est à Paris qu'on l'entend, c'est à Washington, c'est en Occident ». On entend à Washington, on entend à Londres, on entend en Occident. Et bien maintenant, le monde arabe, c'est les islamistes contre les laïcs. En fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce laïcs là-bas. Mais c'est pas simplement là-bas qu'on l'entend. Malheureusement, à la suite de ces processus et de ces soulèvements-là, ce qu'on est en train de voir, ce sont des polarisations qui sont stériles, qui nous font éviter les vraies questions. Alors, je l'ai même vu hier, et à un moment donné, on n'est plus dans le débat politique. Le débat politique, le débat démocratique, c'est, on a pu être émotif pour faire tomber un régime. Maintenant, il faut être conscient et rationnel pour construire un nouveau régime. On ne peut pas continuer à être dans l'émotif qui n'écoute plus. Là, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui s'exprime avec lequel vous n'êtes pas d'accord, on s'interdit l'émotif, parce qu'il faut écouter ce que dit l'autre. Hier, on était dans un débat, à un moment donné, on a l'impression qu'on dit une chose, on n'est même pas entendu. Pourquoi? Parce que ce sont des vieux schémas.
On pense savoir ce que dit l'autre parce qu'on pense ce qu'il est avant même qu'il puisse dire ce qu'il pense. Vous m'avez suivi? C'est de la projection. Et on est dans l'ordre de l'émotif qui rend sourd. Aujourd'hui, en Tunisie, vous êtes devant un grand danger, c'est-à-dire la polarisation superficielle et le manque d'écoute et de dialogue. Alors je comprends, on me l'a dit depuis 2 jours que je suis ici, je discute avec des Tunisiennes et des Tunisiens, je suis très à l'écoute, je veux comprendre, je veux apprendre. Et on me fait comprendre des choses qui sont tellement vraies. Pendant tellement longtemps, on n'a pas eu le droit à la parole. Alors maintenant, on va y aller. Maintenant, on va le dire. D'accord, mais c'est bien de parler, il faut aussi de temps en temps que tu t'aides et que tu écoutes. Ce que l'autre a à dire du camp qui n'est pas le tien. La conscience politique, non, la conscience politique, ça n'est pas de parler de ce que tu penses, mais de construire avec ce que pense l'autre, et donc de prendre le temps d'avoir l'attitude critique de l'écouter. Ça, c'est aujourd'hui votre grand moment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le minimiser, ça. Ça commence dans une salle comme celle-ci, ça commence dans la rue, et si vous n'êtes pas capable de ça, on ne peut pas ensuite aller dans la rue où les gens sont en train de lutter pour survivre, on dit hey, « calme-toi, réfléchis ». Quand vous, ici, vous ne réfléchissez même plus, parce qu'on est dans la confrontation émotive. Aujourd'hui, cette polarisation, elle nous fait éviter les vraies questions. Et on en arrive, c'est ce que je fais dans le texte, je suis très critique des 2 côtés. Quand je dis aujourd'hui aux islamistes, vous utilisez parfois la religion pour vous donner la garantie du fait religieux, la légitimité religieuse, en disant aux autres, vous êtes des occidentalisés, vous venez de l'Occident, donc maintenant on s'est libéré de vous. Comme si votre légitimité religieuse était dans le rejet du positionnement de l'autre, pas dans la proposition intellectuelle que vous apportez, mais dans la légitimité de l'opposition. Et vous avez des laïcs qui font exactement la même chose. Ils regardent les religieux et disent vous êtes des intégristes, vous êtes des arriérés, vous voulez nous ramener en arrière. Et donc, en l'occurrence, le laïc qui va se positionner comme le rationaliste, moderniste, ouvert par rapport aux religieux qui ferait mieux de se réveiller. Donc on est aujourd'hui devant des attitudes qui sont des attitudes qui se légitiment par l'opposition, mais pas par la proposition politique fondamentale. Qu'est-ce que vous proposez dans les différents domaines du projet politique et social? C'est de ça dont il faut parler aujourd'hui. Alors, il faut à un moment donné briser un tout petit peu ces polarisations et les dépasser. Et ça, j'ai vu, moi j'ai rencontré, c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant. Vous savez, en Égypte, il y a une quinzaine d'années, on avait vu l'émergence d'un mouvement, c'était il y a 10 ans, le mouvement du Kefay. Ça suffit. Et Kefay, à ce mouvement-là, c'était des gens qui venaient de tous les horizons, c'était nouveau. Et ils étaient contre Moubarak. Aujourd'hui, ce qu'on voit en Égypte, c'est de nouveau la polarisation. Ici, juste avant les élections, on avait ce jeu de polarisation. Or, il se trouve que ceux qui ont gagné les élections dans votre pays, ceux qui ont gagné les élections, ceux qui sont venus en tête, ce sont des mouvements, qu'ils soient des Nahda, ou qu'ils soient des Takatol, ou qu'ils soient dans le mouvement de Monsef Marzouki qui est président, des gens qui ont dit une chose, et ça prouve qu'il y a une conscience tunisienne qui peut réussir. C'est de se dire, on n'y arrivera pas seul contre les autres. Il faut aujourd'hui que des gens qui viennent de la tradition laïque, de la tradition islamiste ouverte, ou de la tradition ouverte sur le plan social, ou de la gauche, il faut entrer en communication. Il faut qu'on soit dans un débat. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord. On ne sera pas d'accord, mais il faut placer le désaccord dans l'ordre du politique qui réfléchit, et non pas de l'émotif qui rejette. Ça, c'est une expérience historique majeure. Après, un changement de régime aussi rapide, c'est l'une des expériences intellectuelles la plus difficile qu'il soit. Parce que ça demande de prendre du recul, ça demande d'être à l'écoute, ça demande de reviser les catégories qu'on avait. Il se peut que certains, par rapport aux islamistes, aient construit des catégories qu'il faut qu'ils révisent. Il y a des démocrates parmi les islamistes, comme il y a des gens qui peuvent être littéralistes et qui n'entrent pas dans le jeu. Et vous en avez quelque chose avec l'émergence soudaine du mouvement salafi dans votre pays. Il y a des gens du mouvement salafi, après tout ce que vous avez fait, qui vous disent la démocratie, ça n'est pas islam. Et d'un autre côté, il y a certains islamistes qui doivent revoir leur catégorie de la laïcité, parce qu'ils ont confondu la question de la laïcité avec les mouvements les plus fermés en France.
Tu m'entends? Ah, Ah c'est une oui. petite récréation. Vous me suivez toujours? Alors ça, je ne sais pas ce que je dois penser de ça. Prenons-le positivement. Bien. Au-delà de la polarisation, donc, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui venir aux vraies questions. Et quand j'ai rencontré le président hier, je lui ai posé, moi j'avais envie de comprendre, je suis allé, non pas pour être reçu et jouer à l'officialité de la réception, j'avais des questions. J'ai des questions très précises et j'ai passé mon temps à poser des questions. Et j'ai entendu des choses qui m'intéressent, parce que avant qu'il soit et qu'il revienne au pays et dans son engagement, moi j'ai toujours eu le respect pour l'attitude fondamentalement éthique de celui qui aujourd'hui est à la tête de ce pays dans la présidence de Moncef Marzouki, une attitude éthique qui est une attitude juste. Bon, vous pouvez être d'accord ou pas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, et je vous ai dit que si vous n'êtes pas content, vous le gardez. Pardon? D'accord. Non mais n'applaudissez pas, je ne veux pas d'applaudissements. Donc si vous n'êtes pas content, vous ravalez votre mécontentement. Donc cela étant, moi ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il avait à dire sur le fond. Et moi, encore une fois, je regarde, je n'ai pas l'habitude d'être dans la louange des pouvoirs, je suis plutôt de critique, mais aujourd'hui, je n'ai pas en face de moi le pouvoir, j'ai une étape de transition, on est vraiment vers quelque chose qui va aller, on n'est pas vraiment dans la réalité d'un pouvoir qui est accompli, on est dans un moment de transition, j'avais envie d'entendre quels étaient les enjeux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Quels sont, par exemple, ces enjeux qui sont importants? Le message que vous avez eu, qui est celui qui réunit toute la nation tunisienne. Parce qu'au bout du compte, il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses qui sont des fondamentaux. Le fait est que vous soyez des Tunisiens, que vous ayez une histoire, que vous ayez une mémoire, que vous ayez des cultures, des langues, des religions, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Tout ceci, le fait du référent islamique, mais avec d'autres référents, de la culture tunisienne, mais avec d'autres dimensions culturelles, de la langue arabe avec la langue française. Tous ceux qui vous disent que pour être tunisien, il faut parler qu'arabe, il faut leur dire non, pour être tunisien, on peut parler arabe et français et anglais et encore d'autres dialectes régionaux. Donc un tunisien, ça n'est pas l'arabe, point. Ne réduisez pas l'identité à une espèce d'identité d'assiégé comme ceci, tu parles français, je me méfie. Cette méfiance par rapport à la langue, c'est la méfiance des colonisés. Les êtres libres, ils n'ont pas peur des langues. Non, mais c'est là, c'est-à-dire que parmi les signes de Dieu, il y a le fait de la divergence, de la diversité des langues et des couleurs. On n'a pas peur des langues, on ajoute. C'est plutôt les colons qui sont venus souvent en vous disant on vous impose le français, vous y perdrez votre langue. La vraie résistance, c'est de prendre leur langue et d'y ajouter la nôtre. Ce n'est pas la nôtre sans la vôtre, on ajoute. Il faut être des êtres à la conscience internationale, tunisiens dans les racines et ouverts sur le monde dans l'appropriation des langues. Mais ce qui m'intéressait, c'est le message, quel est-il? Le message, il est d'abord, nous sommes des êtres dignes. Et on attend du pouvoir qu'il nous traite avec dignité. La deuxième des choses, c'est que nous voulons la liberté. Et on attend du pouvoir qu'il protège nos libertés. Ça, c'était les messages importants. Et puis, la justice. Nous sommes des êtres dans l'état de droit. Carrément, toutes mes lunettes arrivent. Nous sommes des êtres dans l'état de droit et nous devons être traités avec justice. Et puis, le dernier élément,
qui est celui qui va parachever et qui va finalement condenser tout ceci, c'est d'être traité comme des sujets historiques, des sujets qui puissent dire « je », qui puissent avoir une indépendance, qui puissent être des individus, des femmes comme des hommes. Et ça, c'était le message de tous ces mouvements, ces soulèvements, c'était ça. Dignité, liberté, justice et sujet de notre histoire maintenant. Ça veut dire déterminer le cadre de cette liberté. Et c'est là où il faut commencer les vrais enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire un être libre et qu'est-ce que ça veut dire devenir un sujet? D'abord, il y a une première des choses qui est importante, avant même d'en venir aux questions politiques et sociales, en amont, il y a une vraie question, qui est une question qu'on peut poser philosophiquement ou religieusement. C'est-à-dire poser la question de la liberté. Et c'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le référent religieux, c'est pas qu'on vienne simplement me dire le référent religieux c'est halal, haram. Avant qu'il y ait du halal. Le halal et le haram, c'est les limites du chemin. Parce que pour moi, le sharia, c'est pas un ordre de loi, c'est une voie de la fidélité. Et que ces règles que l'on a pour devenir musulman et qu'on est quand on est musulman et musulman, ils ne sont là que quand on a compris là où on va, le sens de cette liberté spirituelle, le sens de cette dignité spirituelle. Et moi, quand j'ai envie aujourd'hui de voir un peuple tunisien qui se relève, que tu sois athée, que tu sois agnostique, que tu sois juif, que tu sois chrétien ou que tu sois musulman, au but du compte, la vraie question d'un destin pour un peuple, c'est de questionner les dimensions de sa liberté. Et l'une des vraies questions, c'est effectivement ceci. Je viens d'écrire et je viens de publier sur mon site quelque chose qui pour moi est tellement visible, c'est que les sociétés majoritairement musulmanes manquent cruellement de spiritualité. Et de spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est le sens des choses. C'est-à-dire de revenir au sens des choses. Et on peut revenir avec sa conscience, mais quand on est musulman et musulmane et qu'on dit par rapport aux colons, on ne veut pas être aliéné. On ne veut pas penser par votre autorité. On ne veut pas à Tunis penser comme si on vivait à Paris. Même si parfois à Tunis, on a la liberté de penser comme à Paris. Penser comme à Paris, ça ne veut pas dire penser à travers Paris. Penser comme Paris, c'est qu'on a pensé de nous-mêmes quelque chose qui est universel ici et là-bas. Penser par vous, c'est penser à travers vous, aliéné à notre histoire et ne pensant qu'à travers la vôtre. De venir coloniser les esprits, c'est-à-dire être de corps, être de passeport tunisien, mais être d'intelligence complètement colonisée française. De ceci, il faut se libérer. Et moi, ce qui m'intéresse quand je parle du référent religieux, c'est ceci. C'est d'abord de revenir à cette dimension-là, de poser la vraie question de la liberté. Et moi, c'est comme ça d'ailleurs que je comprends l'islam. Quand je dis, par exemple, que la société tunisienne est une société majoritairement musulmane, ce que je dis, c'est que chacun fasse son choix. Mais que ceux qui fassent le choix du référent musulman ne viennent pas avec des catégories de la limite et de la peur, mais avec ceux de la véritable liberté, de la véritable dimension spirituelle, de la véritable dimension qui est cette dimension de la relation au divin, cette dimension de la vraie compréhension du tawhid. Le tawhid, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire la ilaha illallah et je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. C'est-à-dire que je vais me lever au nom. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une dimension d'une spiritualité qui est très très profonde. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de poser dans notre vie les objectifs de cette vie. Les objectifs de la dignité, les objectifs, parce que la spiritualité, vous ne pouvez pas la nourrir si vous ne nourrissez pas l'éducation, si vous ne nourrissez pas la lutte contre la pauvreté, toutes ces dimensions-là de cette spiritualité-là, et qui sont les défis de la vie, et qui sont véritablement alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mais ça, c'est des dimensions qui sont tellement importantes, c'est-à-dire que la vie et la mort et la vie, ce sont des tests, et au bout du compte, lequel d'entre vous va le mieux agir? Où est-ce que vous cherchez votre liberté? Vous cherchez votre liberté sur Facebook? Vous cherchez votre liberté sur les nouveaux réseaux? Ça, c'est une liberté d'action limitée, parce que si encore vous pensez que sur Facebook, vous n'êtes pas surveillé, ahlan wa sahlan. Ça, c'est des libertés de moyens. Moi, ce dont je suis en train de parler pour un peuple qui se lève, c'est une liberté d'être. Une liberté d'être. Ça veut dire devenir un sujet. C'est-à-dire que ce qui est dans mon cœur, cette dimension-là, qu'au bout du compte,
à tous les salafis qui viendraient ne me parler que des formes de ma foi, je leur dirais, attends, rappelle-toi bien une chose, que moi ce que j'entends d'abord, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa 'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. C'est que la connaissance de Dieu pour moi, elle est entre moi et mon cœur. Et c'est ça qui va me donner ma liberté. Ce qui va me donner ma liberté, c'est pas que tu viennes avec des carcans qui me jugent sur la forme. Et je te rappelle une chose, que le prophète alayhi salam a reçu de Dieu, alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Toi, t'es pas mon juge. Cette dimension de la spiritualité est vraiment quelque chose qui doit être ce qui doit nous sortir. Moi, c'est ça d'abord qui m'intéresse. C'est qu'un peuple qui revient à son référent, il revient à ses dimensions du sens, pas simplement à la frilosité des formes, à la frilosité des carcans. Et que c'est comme ça qu'on devient libre. Parce que ça aussi, ça donne de la force. Afdalul jihad, kalimatu haqqin, le meilleur des djihad, la meilleure des résistances, c'est pas d'aller tuer, c'est pas d'aller frapper celui avec lequel, non, c'est lève-toi avec courage devant le dictateur et dis une parole de justice. Mais pour pouvoir faire ça, il faut en avoir dans le cœur. Il faut être prêt. Il faut être prêt à se lever. Le courage est un des produits d'une spiritualité qui se comprend. Donc moi, quand je parle du référent et que je dis c'est un référent, c'est de ça dont je parle. C'est d'essayer de venir à cette éducation-là. Et dans un livre où je suis assez critique de ce formalisme que nous avons aujourd'hui, eh bien, je mets en évidence la réforme radicale en disant il faut penser aux objectifs, arrêter d'être obsédé par les limites. Quels sont les objectifs? La dignité, la justice, la liberté, le respect de la nature. Tout ça, ce sont les objectifs de notre charia. C'est ça le plus important. Le respect de l'intelligence avec l'éducation, le respect de l'équilibre psychique. Mais l'un des grands problèmes de la société tunisienne, comme de toutes les sociétés majoritairement arabes, c'est que nous sommes à la limite de la schizophrénie. De la schizophrénie spirituelle. On est en train, mais j'en vois quand je rencontre des jeunes en Tunisie, ou quand je rencontre des jeunes qui viennent, au Maroc, ils sont là par rapport à l'Occident, et c'est n'importe quoi, et la France ci, et la France ça, et ils sont complètement colonisés par ce qu'ils rejettent. Ils vivent dans un travail d'attraction et de rejet. Et ils ne savent pas trouver leur voie. La liberté, c'est de savoir ce qu'on veut, et c'est de décider.